Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Sok Vissal. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 de Banh Mi Podcast. Pour ce nouvel épisode, on est toujours accompagné de Sébastien et son équipe. Donc aujourd'hui avec Louis, Julie et Cédric en photographe plateau. Et on a le plaisir d'être accueillis aujourd'hui à Commune Image. Donc merci à Caroline Saphir et toute son équipe de nous mettre à disposition les locaux pour Banh Mi. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un créatif versatile qui mène des projets artistiques et culturels au Cambodge. Il est le fondateur du premier label de musique hip-hop au Cambodge. Et il est réalisateur, producteur, musicien et c'est monsieur Sok Vissal. Merci Sok Vissal d'être avec nous. Merci Comment tu Linda. vas? Ouais, ça va. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, comme je t'ai présenté, tu es directeur créatif et artistique, producteur de films, tu es réalisateur et tu es né au Cambodge. C'est ça, oui. C'est ça. Tu es né au Cambodge en 71. C'est ça. Tu quittes ton pays en 75, juste avant l'arrivée des Khmers rouges, Ça, ouais. avec tes parents. Et tu t'installes en France en tant que réfugié de guerre. Et c'est en 93 que tu retournes au Cambodge pour t'y installer définitivement. Oui. En 2005, tu fondes Clap Your Hands, donc le premier label de musique hip-hop et alternative Alternative, ouais. au Cambodge. Et tu produis, coproduis, réalises, co-réalises des longs métrages cambodgiens de 2010 à 2019. De 2013. 2013 jusqu'à maintenant, ouais. Ok. Jusqu'à 2019, en fait, ouais. T'as fait le film, t'as co-réalisé le film Crop Peach. Crop Peach, ouais, c'était James on the Run. J'ai fait Poppy Goes to Hollywood après ça. Puis In the Life of Music, qui va d'entrée. Et le dernier, c'est Karmalik, un film de science-fiction réalisé par un Américain. C'est une production américaine et cambodgienne, et dont j'étais coproducteur. Ok, super. Donc tu es basé à Phnom Penh et là tu es spécialement en France, donc on a réussi à être capté. Donc merci beaucoup Merci à toi. d'avoir libéré du temps pour faire cet espace et participer à Banh Mi. Je suis très contente. Donc tu es ici en France pour des projets créatifs et notamment pour un concert de deux des artistes de Clap Your Hands. C'est ça, ouais. Je suis venu avec Vuthi, un chanteur de pop moderne cambodgienne, et un rappeur, Rutko, qui est lui moitié français, mais qui a surtout vécu beaucoup au Cambodge. Voilà. Ok. Vissal, comment tu as eu cette idée folle de te dire, je vais être pionnier de la musique hip-hop au Cambodge et quelques années plus tard, je vais faire venir des artistes cambodgiens en France? Tout d'abord, c'était pas une idée. J'ai jamais eu l'idée, en fait. J'ai jamais eu l'idée, ça n'a jamais été un plan ou un rêve de faire ce que je fais là. En fait, le seul rêve que j'ai fait, en fait, c'était d'être réalisateur. Je voulais toujours faire des films, mais fonder un label, m'impliquer dans la musique au Cambodge, c'était quelque chose que j'avais pas jamais imaginé auparavant. Mais c'est vrai que maintenant, je suis vachement impliqué dans tout ce qui est film, musique, événementiel, festival, toute la scène un peu artistique cambodgienne. Et ça s'est passé comme ça parce que... en fait, je suis un artiste à la base. Je suis vraiment un artiste à la base. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours été très introverti. Beaucoup dessiner, beaucoup imaginer des choses, créer des choses avec mes mains, etc. Surtout quand j'étais petit, en fait, on n'avait pas trop les moyens, donc je construisais mes propres jeux où je créais des choses, tu vois. Et le cinéma était une passion, parce que j'adorais les films et j'avais vraiment envie de devenir réalisateur. Et c'est dans les années 80, en fait, mi-années 80, que je suis rentré dans les hip-hop et que j'ai commencé à faire du graphe. Bon, je dessinais beaucoup, donc le graphe, c'était obligé. D'accord. Donc j'ai beaucoup graphé dans un crew qui s'appelle les CIA, les Criminals in Action, 391. Et j'ai rappé aussi dans ce même crew. Donc voilà, quand j'étais déjà vachement impliqué dans ce côté artistique. J'étais vachement créa et artiste.
Et au Cambodge, ça ne m'est pas arrivé avant. Je suis pas en fait, je vis au Cambodge depuis 93, mais j'ai commencé à me réimpliquer dans l'art en 2001. Voilà. Donc il m'a fallu 7 ans à m'immerser d'abord dans la culture cambodgienne, à apprendre le langage, réapprendre les coutumes, etc. Et en 2001, c'est là que j'ai commencé à sampler des vieilles chansons cambodgiennes et à en faire des beats hip-hop, et puis après à inviter des artistes sur mes beats. Et puis j'ai sorti 2 albums, et en 2005, c'est là que j'ai fondé Clap Your Hands. En le même moment, en fait, parce que j'avais un label de musique et parce que je faisais de la musique, j'avais l'envie de faire des clips. C'est là que j'ai commencé à faire des films, en fait. J'ai emprunté de l'argent à un copain et je suis parti acheter une caméra. C'est là que j'ai commencé à filmer, à réaliser, à produire. C'est vraiment dans la continuité des choses, quoi. C'est le dessin qui t'a amené au rap, ensuite à faire de la musique, et ensuite le clip et voilà, c'est ça. Et des films. Et les films, et les longs métrages. Les longs métrages sont arrivés après, en 2013. C'était mon premier long métrage. Je suis très passionné, en fait, par rapport à tout ça. Et je pense que ça vient... je pense que je te l'ai dit auparavant, on avait discuté un peu avant, mais ça n'a jamais été une mission, ça n'a jamais été une idée, ça n'a jamais été une vision, en fait. D'être pionnier, voilà, d'être pionnier. Je ne sais pas, c'était pas un truc que j'avais planifié, en fait. Ouais. Mais ce qui s'est passé, je pense que c'est le fait d'arriver dans un pays qui... Déjà à cause de l'histoire, on sait qu'en 75, entre 75 et 79, beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'artistes ont été supprimés sous le règne des Khmers rouges. Et donc quand je suis arrivé en 93 au Cambodge, il n'y avait pas vraiment de culture, en fait. Il n'y avait pas vraiment de scène musicale, il n'y avait pas de films, de cinéma, etc. Et il y avait des films. À l'époque, c'était encore l'époque du VHS, donc les gens faisaient des vidéos. C'était surtout des karaokés qu'il y avait à l'époque, en fait. Beaucoup de karaokés, donc c'était un mix de visuels et de chansons. Mais il n'y avait pas de chansons originales, il n'y avait pas de production de chansons originales. Originales, je ne me rappelle plus. Une chanson originale, ouais. De production de chansons, en fait, de musique. Il n'y avait pas vraiment de cinéma, à part quelques réalisateurs qui essayaient de faire des films locaux, et ça, mais il n'y avait pas vraiment d'industrie, en fait. Personne ne vivait de musique, à part les gens qui vendaient du karaoké. Et donc, moi, je voyais ce truc-là, et même les concerts, il y avait quelques concerts, années 90, même, non, pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup, il y avait quelques concerts, mais c'était un peu bizarre. Les gens applaudissaient pas, les gens regardaient ces spectacles, mais ne réagissaient pas vraiment. Dès que j'ai eu cette occasion de revenir vers l'art, et à travers sampler des vieux morceaux cambodgiens et en faire des beats hip-hop, c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler nuit et jour à créer, à produire non-stop depuis maintenant 2001 jusqu'à maintenant. Ça fait, je sais pas, 20 ans, 21 ans. Et justement, quand tu as commencé à sampler des anciennes musiques cambodgiennes et faire des beats hip-hop dessus, comment ça a été perçu au Cambodge, étant donné que c'était une culture et une musique qui avait été supprimée? Oui. Au début, je pense que... c'était quelque chose de très nouveau pour beaucoup de gens. Et donc, je le faisais écouter à comment on appelle ça, cette scène un peu underground du hip-hop cambodgien. Donc, il y avait pas beaucoup de monde, mais eux trouvaient ça... il y avait un sentiment mixte, assez mixte, parce que c'était cool, parce qu'il y avait des samples, des sons qu'ils reconnaissaient. Mais c'était pas très cool parce que c'était pas les beats de 50 Cent, de Snoop Dogg, de Dr. Dre, des trucs que les gens écoutaient à l'époque, en fait. 2000-2001, c'était un peu l'époque où le hip-hop a commencé à prendre une importance globale et voilà, c'était le début vraiment de ce qu'on appelle de la prise d'otage du monde par le hip-hop, en fait. C'était vraiment fin années 90, début de 2000, c'est là. Et donc, les jeunes étaient très habitués à ces beats de l'industrie américaine, mais pas à mes beats, parce que c'était cool, mais bon, moi j'ai ma manière de faire des choses, tu vois, j'ai ma manière de faire mes beats, donc souvent, c'est pas... c'est beaucoup de clap, c'est vachement funky, des fois, je fais des trucs assez funky, assez mais ça restait du hip-hop, tu vois, donc là, tu avais des samples qui étaient là. T'étais plus dans la vibes 80-90 Voilà, c'est ça, voilà. Vibe, c'était vraiment... moi, c'est comme ça que comme ça que j'ai découvert un peu le hip-hop, mais aussi les vieilles chansons dont les beats hip-hop étaient basés, tu vois. Donc, c'est à travers le rap des années 80 et 90 que j'ai commencé à écouter beaucoup de soul music, beaucoup de funk, beaucoup de blues, de jazz, etc., tu vois. Donc, c'était un peu... pour ça que je le faisais aussi, parce que j'avais envie que les jeunes découvrent ces vieux morceaux
qu'ils avaient oublié en fait, ou qu'ils connaissaient pas en fait. Ouais. Et après, ça a pris un peu de temps. Je pense qu'après un moment, ils ont vu que c'était quand même spécial. Ils ont vu que il y avait une identité cambodgienne, voilà. Donc les gens ont commencé à travailler avec moi et c'est là que j'ai créé Clap Your Hands. Avant de devenir un label, c'était un collectif. Donc de plus en plus de rappeurs ont commencé à travailler avec moi. Et les vieux en général, les personnes âgées en général, les adultes, trouvaient ça un peu bizarre. Il y en a quelques-uns même qui me disaient que c'était une espèce de blasphème ou parce que j'utilisais j'utilisais des vieilles chansons, je les coupais, je les machin et je les transformais, j'en faisais des trucs un peu nouveaux et puis et pour eux le hip-hop pareil, c'était vraiment différent, c'était quelque chose qu'ils comprenaient pas. Et moi, en coupant des vieux morceaux cambodgiens et en faisant ces nouveaux beats, ils ne comprenaient pas vraiment. Non. Ça a pris du temps, mais les gens ont commencé à comprendre le pourquoi du comment. Et aussi que le fait il y avait cette identité khmer qui était unique par rapport à juste rapper sur des beats de Dr. Dre ou des beats qui étaient produits par des Américains. Voilà. Et encore aujourd'hui, donc ça c'était quand tu avais commencé dans les années 2000, et encore aujourd'hui 20 ans après, c'est quoi un peu le hip-hop du Cambodge? Comment c'est identifié? Donc avant tu disais que tu samplais des vieilles chansons et tout, maintenant c'est quel style en fait? C'est clair qu'avec Clap Your Hands et avec ce que je faisais au début des années 2000, on a quand même... en fait, j'étais tout seul, mais j'ai quand même beaucoup fait la promotion du hip-hop au Cambodge. J'ai quand même créé une espèce de scène hip-hop et j'en ai fait la promotion pendant très 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 longtemps. Et maintenant, on a vraiment une scène hip-hop qui est en train qui prend de l'ampleur tous les jours, en fait, tous les jours maintenant, tous les mois, parce que tu as de plus en plus de rappeurs qui commencent à arriver, tout le monde rappe maintenant, le hip-hop maintenant est presque normal, presque mainstream au Cambodge, tu vois. Et avant, ça s'inspirait aussi des États-Unis, et maintenant, ça s'inspire aussi de la région, voilà, c'est ça. Et donc, beaucoup de jeunes artistes dans le hip-hop, ils continuent je dirais pas sampler parce qu'ils font pas de sample, mais ils continuent à inclure des instruments et des sons cambodgiens dans leurs morceaux, dans leur hip-hop. Mais en même temps, ils commencent aussi à faire à produire des sons un peu plus internationaux qui ne contiennent pas de samples cambodgiens, mais beaucoup le font quand même. Sur 10 morceaux qui vont dans leur album, il y en aura 5 avec du son cambodgien et le reste, ça sera du son assez mainstream, hip-hop international, tu vois. Le truc, c'est que maintenant, le hip-hop se ressemble dans tous les pays, en fait. Quand tu écoutes du hip-hop vietnamien, ou du hip-hop thaïlandais, du hip-hop philippino, du hip-hop népalais, c'est à peu près la même musique en fait, tu vois, c'est à peu près la même musique, c'est juste le langage qui est différent et je pense que c'est devenu un global, c'est même plus je sais pas par rapport à l'identité, je sais qu'il y a quelque chose de cambodgien dans le hip-hop cambodgien, mais je pense qu'il est en train de s'internationaliser en fait, voilà. Et en fait c'est tout le hip-hop dans le monde entier qui fait ça en fait maintenant, parce que juste par exemple le drill, le drill qui vient en fait, qui était à la base je crois américain ou anglais. Maintenant tout le monde fait du drill et tous les morceaux se ressemblent un peu. Tu vois ce que je veux dire, que ce soit le drill de Vietnam ou le drill du Népal, de Thaïlande, de Myanmar, c'est pas la même chose, c'est la même musique. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est trop cool d'avoir 2 artistes cambodgiens qui font le voyage jusqu'en France pour un peu présenter et faire découvrir ce qu'ils font au pays. Et puis se dire aussi, nous en France, que le Cambodge, c'est aussi des créatifs, ils font des trucs cool et ils ont aussi, même si ça s'internationalise et ça s'harmonise beaucoup, qu'ils font, qu'on puisse avoir des échanges comme ça. Donc bravo pour ça. Banmi, c'est le média qui parle d'Asie et de culture asiatique. Toi, Vissal, de quelle manière t'es lié, t'es attaché à l'Asie? Bien sûr, le Cambodge, mais à part le Cambodge, est-ce que t'as des influences d'inspiration asiatique Bizarrement, c'est pas bizarre, mais en fait, j'ai commencé à faire mon retour aux sources, c'était quand j'étais en Amérique en fait. Parce qu'en France, moi je vivais dans une cité, on était avec beaucoup de rebeux, d'Africains, quelques Asiatiques, mais qui n'étaient pas cambodgiens. J'avais un copain qui était cambodgien, mais on était plus français qu'autre chose, tu vois. Donc voilà, je ne traînais pas avec les Cambodgiens. C'est en Amérique, en fait, que j'ai commencé à vraiment
à m'entourer de plus en plus de Cambodgiens. Et c'était avec ma famille, du côté de ma mère, qui avait survécu les Khmers rouges, en fait. Okay. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon espèce de retour aux sources, où j'écoutais les histoires de mes cousins, de mes oncles, de mes grands-parents. Des États-Unis. Des États-Unis, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à me sentir un peu plus cambodgien et à avoir plus de connexion avec le Cambodge. Et c'est aussi en Amérique, c'est là que j'ai commencé à écouter plus de chansons cambodgiennes, en fait. D'accord. Voilà. T'avais pas cette culture-là quand t'étais en France avec tes parents? Non, pas vraiment, mais je pense que les chansons cambodgiennes étaient et faisaient partie de la bande-son de ma vie quand j'étais jeune, mais on faisait pas attention. On les entendait, mais on faisait pas attention. C'était un fond sonore. Voilà. C'était un fond sonore. Ouais. Et mais qui a fini par nous marquer, tu vois. Mais en Amérique, quand j'ai vécu avec mon cousin et je vivais chez lui, tous les jours, il mettait des vieilles chansons de Rosa Lesotir, de Sensi Zemot, de Pendran, de Hui Mir, mais tout le temps, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à écouter, à avoir avoir reconnu des sons un peu funk, un peu soul, un peu rhythm and blues, un peu, tu sais, toutes ces influences qu'il y avait dans ces musiques cambodgiennes des années 60 et 70. Encore une fois, c'était pas encore une passion à l'époque, mais j'écoutais et je disais, c'est pas mal quand même, tu vois. Et c'est vraiment ce retour au Cambodge qui a fait que voilà, je me sentais à la maison, je me sentais chez moi en fait. Parce que tu as eu cette étape aux États-Unis qui t'a introduit. Enfin, si tu avais fait directement la France au Cambodge, peut-être que tu aurais eu un léger décalage. Je crois aussi. Je crois que cette expérience en Amérique avec ma famille cambodgienne américaine a facilité mon retour au Cambodge aussi. Parce que c'est vrai que cette famille. C'était des ouvriers en fait, ils étaient pas riches, machin. En fait, je sortais d'une cité pour arriver dans une autre cité en Amérique, tu vois. Et donc, ils étaient très basiques, ils bouffaient la bouffe cambodgienne et ça jouait aux cartes, et ça jouait au basketball pour des caisses de bière, machin. Donc, c'était très simple, des gens très simples et toujours cambodgiens, ils parlaient khmer tout le temps, tu vois. Et ça a permis de... Ça a facilité mon arrivée au Cambodge. Et il y a une espèce d'unité en fait aux États-Unis où en fait les Cambodgiens sont beaucoup entre eux et donc du coup ils préservent aussi sans vraiment le vouloir la culture, ce qui n'est pas le cas en France où tout est beaucoup plus éclaté. Il n'y a pas vraiment d'unité de communauté cambodgienne à un point précis. Pas aussi grosse qu'en Amérique. En Amérique, c'était vraiment des grandes, grosses communautés. Donc à Providence, il y a beaucoup de Cambodgiens. Providence, Low, Massachusetts, tout ça. Puis Long Beach dans la West Coast. Mais c'est des grosses communautés. Donc ils arrivent à créer ces grosses communautés avec leurs magasins, leurs rues, tu vois. Et en France, c'est des mini-villes du Cambodge. Des mini Phnom Penh, tu vois. Et en France, non, on n'avait pas ça. En fait, en France, nos parents se cherchaient. Alors, ils cherchaient les copains, les amis. On allait se voir, mais c'était pas des grosses communautés, tu vois. C'était pas un moment. Donc, là-bas, Et c'est ça qui a fait que je me suis vachement plus... j'ai réussi à me reconnecter plus facilement avec le Cambodge, la culture, les coutumes, grâce à ça, en fait. Et quand je suis arrivé, comme je te dis, quand je suis arrivé au Cambodge, je me sentais vraiment chez moi. Et les gens que je voyais autour de moi, même si c'était la misère, même si c'était une époque difficile pour beaucoup de monde, c'était quand même un pays ravagé après la guerre, tu vois, mais c'était les miens, c'était mes gens, je me sentais bien, quoi. C'est vrai que après, le regard qu'ils avaient sur moi était différent, mais moi, ça me dérangeait pas du tout, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ça les dérangeait, mais moi, ça me dérangeait pas. Je comprenais, en fait. Je comprenais que les gens me regardaient comme un extraterrestre et qui me considéraient pas comme cambodgien. Voilà. Mais c'était normal, je prenais pas ça mal, en fait. Voilà. Et au contraire, après, mon processus de retour, c'était pendant 7 ans, de 93 à 2000. C'était de m'immerser dans la culture, de m'immerser dans les coutumes, dans faire ce que les Cambodgiens font, en fait. Voilà. Et c'est d'apprendre leur vie, d'apprendre à vivre comme eux, à bouffer comme eux, à dormir comme eux, à faire ce qu'ils font. À t'adapter à ta nouvelle vie, à ton nouvel environnement. Et pour moi, c'était facile parce que, peut-être parce que à cause de mon expérience d'avoir bougé tellement, d'avoir une vie un peu instable, et puis vivre dans une cité où voilà, les gens on n'est pas difficile en fait, donc on arrive à s'adapter facilement. Voilà. Et puis la famille en Amérique qui a survécu les Khmers rouges, qui eux aussi m'ont raconté des histoires où t'as pas de plainte, quoi.
Ouais. On n'avait pas à se plaindre, nous, en France, même dans une cité, je n'avais pas à me plaindre. Ouais. Tu vois. Mais justement, il y a tout un pan culturel que moi j'ignorais de l'histoire du Cambodge avant 1975, donc avant l'arrivée des Khmers rouges et du génocide qui a décimé plus de 2 millions de victimes. Le Cambodge rayonnait en Asie pour son commerce, sa culture. Toi, qu'est-ce que tu as pu apprendre en vivant là-bas et en côtoyant les générations en fait, qui ont vécu cette période avant le génocide? En fait, ça a commencé avec nos parents quand même, mes parents. Et mes parents et nos parents, je parle je pense pas tous les parents, parce que je pense peut-être mes parents, mais mes parents m'ont toujours parlé du Cambodge comme si c'était le paradis en fait. À leur époque, les années 60, c'était le paradis. C'est fou, hein, parce qu'on n'a pas vrai. Enfin, moi, j'ai jamais eu cette image-là. Et comment c'était safe, t'allais partout, les gens, ils n'avaient même pas à fermer leurs portes à clé parce qu'on avait confiance aux voisins, machin et tout. Et puis, c'était le bon temps, que pour eux, c'était vraiment la belle époque. Et donc, il y avait ça, mais nous, on n'y croyait pas. Moi, on vit en France, les parents, ils te parlent d'un pays que tu connais pas. On ne sait pas si c'était du mytho ou si c'était vrai, on savait pas, tu vois, tout ce qu'on savait c'est qu'il y avait la guerre. En plus, il n'y avait aucune archive parce que tout avait été supprimé. Oui, surtout en France. Quand tu vis en France, tu n'as rien, tu n'as pas de photos, tu n'as rien, tu n'as pas de référence en fait. Voilà, tu vois. Tout ce que tu sais, c'est qu'on est là parce qu'il y a eu une guerre et voilà, le pays est ravagé. Toutes ces informations m'étaient données un peu avant, mais bon, tu faisais pas encore une fois, tu fais pas attention, t'écoutes et puis voilà, et ça part. Et c'est même quand je suis arrivé au Cambodge, personne ne vraiment te parlait du Cambodge de l'avant Khmer Rouge. Les gens te parlaient surtout de les Khmer Rouges, ce qui s'est passé, machin, on a survécu et maintenant on essaie de se relever. Mais c'est après, à force de rencontrer, C'était tabou de parler de avant l'arrivée des Khmer Rouges? Je sais pas si c'est tabou, mais les gens avaient été focusés sur autre chose. Je pense qu'ils étaient focusés sur le futur et sur reconstruire le pays. Parce qu'ils avaient tellement souffert qu'en fait ils voulaient pas se remémorer. Peut-être qu'à l'époque, années 90, après les élections organisées par l'ONTAC, en fait, les gens regardaient plus vers le futur que vers le passé, en fait. Et surtout la plupart de ceux qui ont survécu les Khmer Rouges ne voulaient plus penser au passé en fait. Tout le monde a essayé d'oublier, tu vois. Et c'est qu'après en fait, quand j'ai commencé à travailler, commencé à rencontrer des gens qui connaissaient un peu l'histoire du Cambodge, c'est là que j'ai appris que moi déjà j'avais l'impression et selon par rapport à ce que mes parents me disaient, par rapport à ce que leurs amis me disaient, c'est qu'il y avait déjà il y avait du rock'n'roll cambodgien. Donc déjà pour moi, c'est déjà un truc qui me fait c'est vrai qu'il y avait du rock cambodgien. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est bizarre, tu vois. Et les gens parlaient du cinéma aussi, parce que le cinéma c'était important. Moi, le premier film que j'ai vu dans ma vie, c'était un film cambodgien. Après, c'est King Kong d'abord et puis un film cambodgien après. Et il y a toujours ce souvenir d'avoir vu un film cambodgien qui a fait que voilà, il y avait une époque, il y avait du cinéma quand même, il y avait quelque chose. Et c'est en vivant au Cambodge, en rencontrant des gens que c'est là que tu commences à découvrir tous les posters de ces films dans la rue, dans les marchés. Tu commences à voir un peu toutes ces pochettes de disques, de cassettes. À l'époque, c'était beaucoup de cassettes, mais il y avait une histoire, il y avait quelque chose, il y avait des choses qui se produisaient, voilà, dans les années 50, 60, 70. Et au fur et à mesure c'est même pas des recherches, c'est parce que j'ai vécu, j'ai vu des choses, j'ai vu des choses, j'ai rencontré des gens. C'est là que tu apprends que il y avait une scène créative hyper excitante à l'époque, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de la musique. Il y avait même une scène psychédélique rock qui commençait à se développer dans les 70. Okay. Tu entends parler du Premier ministre singapourien qui, un jour en 69, arrive au Cambodge, il regarde le Cambodge, il dit « Waouh, vous êtes super bien développé, Norodom Boulevard, c'est super beau, on va faire la même chose. » Ils ont fait Orchard Road à Singapour après ça. Ils se sont inspirés du Cambodge. Voilà, exactement. Et tu apprends après que Phnom Penh était appelée la perle du sud-est asiatique. Voilà, tout ça. C'est vraiment, ça rayonnait dans toute la région. Voilà. Après, je commençais à rencontrer des gens qui me disaient, ouais, même à l'époque, la Malaisie, c'était pas aussi développé que maintenant, tu vois. C'était pas aussi développé que Phnom Penh. La Malaisie était encore sur... paraît-il, moi j'ai pas de preuves, mais beaucoup de gens me le disaient qu'en Malaisie ou même Singapour, n'était pas aussi développé que Phnom Penh. C'était un peu l'âge d'or. C'est ça. Ouais. Le deuxième âge d'or. J'appelle ça le deuxième âge d'or. C'était quoi le premier âge d'or?
toute l'Empire Khmer, c'est en 800 et quelques, de 800 à 1000 et quelques. Et l'Empire Khmer qui était très très étendu sur toute du nord de la Malaisie jusqu'au sud de la Chine, en fait, avec le Vietnam, la Thaïlande actuelle, le Myanmar et le Laos. Et donc voilà, c'était la première âge doré et la deuxième âge doré qui se passait en 60-70. Mais ce que tu me disais aussi en off, c'est aussi assez étonnant et fascinant que le Cambodge ait des cycles comme ça d'extrême richesse et d'âge d'or et de complète destruction. Tout d'un coup, quoi. C'est limite l'un ou l'autre. C'est hyper bizarre et jusqu'à maintenant, j'arrive pas encore à expliquer pourquoi ça se passe, comment c'est comme ça, mais que je le dis à chaque fois aux gens, les gens... ils me disent comment va le Cambodge, est-ce qu'après le Covid ça va s'empirer, machin, et je dis non, je pense pas, je pense qu'on a touché le fond avec le génocide, parce que le génocide, et c'est pour ça qu'on a encore cette espèce de problème avec nos communautés, c'est que nos parents ont été traumatisés par ce génocide où c'était des Cambodgiens qui tuaient d'autres Cambodgiens. On n'était pas trucidés, c'était pas un génocide de je sais pas, des Thaïlandais qui étaient arrivés ou des Vietnamiens, machin, c'était des Cambodgiens qui avaient tué, tu vois, un espèce d'auto-génocide. Et donc, on a touché le bas fond. C'est vrai qu'on a touché cet extrême où c'est le bas fond. Et, toi, tu as des souvenirs, justement, de ça parce que tu es né au Cambodge et tu as fui. Oui, mais on a fui avant. Nous, avec ta famille, on avait fui avant que les Khmer Rouges prennent la capitale. Donc, j'ai pas vécu ça, en fait. D'accord. J'ai pas vécu ça, mais après... Mais même dans la fuite, est-ce que tu as des souvenirs ? Non. J'ai pas beaucoup de souvenirs en fait de cette époque. En fait, quand j'avais 3 ans et demi, j'ai aucun souvenir à part des bruits d'hélicoptères ou quelques visions, des images, mais rien de précis en fait, et rien en rapport à la guerre ou au génocide. Non, pas du tout. Non. Ces extrêmes où on peut créer des belles choses et puis tu as aussi ce côté très très sombre, tu vois, donc. Qui est intéressant, mais je sais pas encore. Je sais pas ce que c'est, si c'est dû à l'histoire. Tu as aussi une résilience qui est très forte d'un peuple qui touche le fond, comme tu dis, et qui se remet sur ses pieds pour aller vers le futur et pour de nouveau être créatif sur d'autres choses. Ah oui, c'était un vrai reboot, un vrai nouveau départ en fait pour le Cambodge, les Cambodgiens. Et jusqu'à maintenant, ça va. Il y a aussi des productions de films et de salles de cinéma qui existaient avant, tu le disais, avant que les Khmer Rouges arrivent. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu un reboot. Et les noms qu'on retient aujourd'hui de la scène cinématographique cambodgienne, c'est bien sûr Ritipan, avec ses films comme S21 sur les Khmer Rouges. Il y a Everything Will Be Okay aussi de Ritipan qui a gagné des prix, Davy Chou qui est franco-cambodgien et qui a sorti Cambodia 2099 et Diamond Island et son collectif Anti-Archive qui sont très actifs aussi sur le territoire cambodgien. Il y a toi aussi Vissal en producteur, en réalisateur. Est-ce que la scène aujourd'hui internationale est curieuse de ce qui se passe aujourd'hui au Cambodge en termes de cinéma ? Je pense, je crois, parce que je pense que déjà le Cambodge est revenu un peu sur cette scène, sur la carte, il y a seulement, je dirais, 30 ans, en fait, depuis 93, et c'est surtout ces 10 dernières années qui a renforcé cette présence sur la carte mondiale, en fait, économique ou tu vois, culturelle. Et donc, je pense que les gens ou le monde ou les médias ont un œil sur ce qui se passe sur le Cambodge. Et la preuve, c'est que même récemment, beaucoup de documentaires ou de télévision ont fait des choses au Cambodge, sur le Cambodge. Donc là, récemment, j'ai été un des sujets, c'est pas un documentaire, en fait c'est un show sur CNN qui s'appelle Nomade, qui est présenté par il est sommelier, cuisinier, en fait c'est assez célèbre à New York. Et lui, son show, Nomade, c'est la bouffe et la culture, en fait. Il va dans des pays et il mange avec des gens, avec des créateurs, des artistes ou des gens importants.
et il discute avec eux de culture. Voilà. Et donc il a fait un épisode récemment au Cambodge où j'étais une des personnes qui a été contactée pour discuter avec lui, pour faire des scènes avec lui. Ça prouve que voilà, que les gens, que le monde est en train de regarder un peu ce qui se passe au Cambodge. Et récemment aussi, une télévision coréenne, sud-coréenne, qui est venue faire un documentaire, pareil, sur la culture. Donc il y a quelque chose qui se passe. Moi, les mots que j'entends beaucoup parler, et discuter et échanger au Cambodge en ce moment par les gens, c'est qu'il y a une espèce de nouvelle émergence de la scène artistique, de la mode, de l'architecture, du cinéma, de la musique, etc. Il y a quelque chose qui est en train de naître en ce moment, de renaître en fait. Et le mot Pearl of Southeast Asia commence à revenir. Génial. Ouais. Et oui, je pense que les gens... Il y a un buzz à propos du Cambodge. Et ça aussi, c'est grâce aussi au cinéma. Parce que Henri Dipan, j'appelle c'est mon grand frère. Mais Henri il a gagné beaucoup de prix récemment avec de ses derniers projets de films. David Chou, c'est pareil. David, il a fait des films, il a produit et aussi réalisé des films formidables qui voyagent beaucoup dans le monde entier, dont son nom est en train d'être dans toutes les oreilles, en fait, sur la scène cinéma du monde. Donc c'est des gens qui font parler du Cambodge en bien. Ouais, il y a quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose c'est pour ça que je pense qu'il y a le Cambodge en fait n'est pas une force économique, mais c'est une force culturelle. Moi personnellement, je pense qu'il y a des choses à faire. C'est là qu'il faut investir et c'est là que nous on est fort. Moi je pense personnellement, je pense que les Cambodgiens ils sont vachement forts à tout ce qui est un peu créatif. On aime l'art, on aime la culture, on aime la danse, on aime chanter, on aime regarder des films, tu vois. Les Cambodgiens sont quand même les créateurs des temples d'Angkor Wat. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Il y a des preuves qui fait que tu sais que voilà, il y a quelque chose dans le sang des Cambodgiens qui est en rapport avec la culture, avec l'art et tout ça, la création, tu vois. Et moi, j'ai aussi remarqué que même au niveau de la bouffe qu'on fait, c'est un peu comme la musique, c'est qu'on s'inspire de ce qu'il y a à côté autour de nous, puis on crée quelque chose de nouveau en fait. Parce que la bouffe cambodgienne, en fait, c'est un mélange de bouffe indienne, chinoise, vietnamienne, machin et tout, tu vois. Même moi, mes parents, quand on était en France, on bouffait des trucs. Moi, je le découvre à la fin que en fait c'était de la bouffe vietnamienne, quoi. C'est même pas cambodgien, tu vois. On mangeait des machins tous les jours, on mangeait ça en plus, et c'était pas cambodgien. Et tout est mélangé en fait. Mais ils le faisaient à leur manière. Tu vois. Et donc, je pense qu'on est fort à ça, à faire des remixes, de faire des remixes, à remixer des choses, tu vois. Et il y a une influence régionale qui tire les pays voisins vers plus de créativité, non? On retrouve un peu, par exemple, le sens de l'humour thaïlandais. Enfin, je ne sais pas si c'est caractérisé comme thaïlandais, mais en tout cas, les Cambodgiens sont friands de ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'au niveau si on parle d'inspiration, c'est vrai que la Thaïlande a beaucoup inspiré les cinéastes cambodgiens, locaux. Pour les séries, etc. Mais il y a maintenant aussi une grosse influence de la Corée. Tout à fait. Et puis bon, l'Amérique a toujours son influence, bien sûr, of course. Mais on se retrouve dans un monde où maintenant, je te dis, quand on parlait de hip-hop, c'est que toutes ces choses sont devenues globales, en fait. C'est devenu... je ne dis pas qu'il y a une perte d'identité, mais voilà, je veux dire... le hip-hop maintenant est fort, mais il ne faut pas oublier aussi que pour moi la K-pop ça a toujours été inspiré par le hip-hop et le R&B américain, quoi. C'est vraiment inspiré de la black culture américaine, le son, la musique soul et tout ça. Donc la K-pop c'est ça pour moi. Et donc ça aussi pour moi c'était une des raisons pourquoi le hip-hop maintenant est vachement mainstream et normal, c'est parce que la K-pop a aussi aidé à ce retour du hip-hop sur la scène au Cambodge. Parce que toutes ces girl bands ou boy bands, à la fin, ce qu'ils font, c'est beaucoup de hip-hop et du R&B, en fait. Voilà. Et t'as aussi tes artistes qui sont non seulement écoutés au Cambodge, mais aussi par les diasporas cambodgiennes partout dans le monde. Quels sont les autres pays où le hip-hop cambodgien, justement... est partagé On parlait de buzz, c'est vrai que en fait le label Clap Hands a été connu vraiment pour ça, pour avoir créé ce mouvement un peu hip-hop khmer. On a commencé à créer une espèce de fanbase, un fanbase assez gigantesque de la diaspora qui vit en Amérique.
en France, mais aussi en Australie, et ça, etc. Et dès qu'on a commencé à faire plus que du hip-hop, en fait, parce qu'à un moment, on a commencé à faire un peu plus de pop cambodgien, mais contemporain, avec mixer des sons modernes avec des sons traditionnels, c'est là qu'on a commencé aussi à avoir beaucoup de fans de toute cette diaspora, mais je dirais les immigrés qui habitent en Thaïlande, par exemple, ou en Corée du Sud, au Japon, ceux qui partent travailler, en fait, voilà. Ouais. Ceux qui partent travailler dans le monde entier. On a commencé à avoir aussi un fanbase de tous ces gens-là. Et ouais, c'est génial que, voilà, qu'on puisse maintenant exporter notre musique. Mais ça aussi, c'est grâce à l'Internet, c'est grâce à ce que l'Internet nous a offert depuis ces 20 dernières années, quoi. Et c'est pour ça que je pense que même maintenant... c'est facile de s'inspirer de toutes les cultures qui viennent au Cambodge, mais aussi maintenant c'est vachement plus facile aussi d'exporter nos musiques et nos cultures à l'extérieur aussi, tu vois, de partager ça avec le Vietnam, la Thaïlande, la Corée, la France ou l'Amérique. C'est rapide, c'est facile, tu vois. Après, c'est une question de comment tu gères ton marketing et comment tu gères les algorithmes tu vois, de toutes ces plateformes, tu vois. On en parlait aussi, il y a beaucoup de Khméricains, c'est comme ça qu'on les appelle, les Cambodgiens des États-Unis qui retournent au pays pour faire des choses, pour faire aussi créer de la musique, tout comme toi, Français qui revient au Cambodge. C'est important de créer ces ponts en fait entre la France et le Cambodge, où l'Amérique, c'est pas simplement à propos de la culture, mais c'est aussi économique, c'est aussi par rapport à la société, et comment les gens de la diaspora cambodgienne, française, de France ou d'Amérique ou d'Australie ou de Corée peuvent apporter des choses au Cambodge, en fait, peuvent apporter des choses. Tout simplement l'expérience, par exemple, c'est l'expérience de travailler dans des boîtes à l'étranger qui sont un peu plus structurées d'une manière qui est un peu plus, tu vois, un peu plus professionnelle que quelques boîtes au Cambodge. Donc, ils peuvent apporter leur savoir-faire, apporter plein de choses, et leur expérience, etc., etc. Donc, et c'est comme ça qu'on peut créer vraiment des choses et faire avancer le pays. Moi, je pense qu'on a besoin de ça. Et je pense que c'est la même chose pour le Vietnam, c'est la même chose pour la Thaïlande et tous les autres pays, tu vois. Et je le vois en Vietnam. En plus, au Vietnam, là, je le vois, la musique ou le cinéma ou même les vidéoclips sont meilleurs maintenant, de bonne qualité, parce que tu as de plus en plus de producteurs français, vietnamiens ou américains qui repartent vers le pays et ils commencent à travailler sur des projets ou à commencer à collaborer avec à s'impliquer justement dans la qualité ou dans le storytelling de tous ces projets artistiques. Et c'est ça qui fait que voilà, la qualité elle monte, tu vois. C'est comme ça que la qualité monte. Et elle monte aussi très vite grâce aux tutos sur Internet, juste à l'Internet tout simplement, qui te permet d'avoir l'information plus rapidement, et eux qui peuvent aussi réaliser sur le terrain tout de suite, quoi. Donc tu parles de ça, tu parles d'éducation. Aujourd'hui, comment ça se passe au niveau des techniciens du cinéma au Cambodge? Est-ce que, parce que toi, t'es réalisateur et vraiment, c'était ton truc à toi quand tu étais plus jeune, c'était de faire ça. Aujourd'hui, t'es complètement dedans. Est-ce qu'il y a les équipes pour aujourd'hui, pour pouvoir créer, produire, réaliser des choses? Oui, je pense qu'il y a des équipes, mais on est toujours, il y a toujours du manque, en fait, il y a toujours du manque. Maintenant au Cambodge, si tu as 3 films ou 4 films qui se font, tu ne trouves plus personne, en fait. C'est ça le problème. Ouais. Et moi, quand j'ai commencé dans le cinéma, j'ai dû former des gens. J'avais pas le choix, parce qu'on trouvait pas de techniciens, on trouvait pas de régisseurs, de production manager, d'assistants réels. Il faut créer l'éducation. Voilà, nous, je sais pas si c'était créer l'éducation, mais nous, il fallait créer ces postes-là avec des gens qui n'avaient pas d'expérience, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc moi, j'utilisais mes plateformes. Mes plateformes, c'est le label de musique, mais aussi la boîte de prod. Pour former des gens grâce aux projets que j'avais, tu vois. C'est comme ça que j'ai formé beaucoup de gens aussi. Et même après avoir fait ça, parce que les gens viennent, travaillent avec toi, puis après 3 ans, 4 ans, ils partent, ils font leur vie, tu vois. Moi, je me retrouve toujours en train de manquer de personnes, en fait. Et donc, tu es toujours en train de créer d'autres personnes ou de créer des postes et de former des gens tout le temps. Il y a moyen de produire, c'est sûr, il y a moyen de produire. Si tu prends en avance et que, tu as moyen de produire. C'est juste que moi, je pense qu'il y a toujours du manque encore. Il y a encore du manque. Il y a encore plein de choses à faire, en fait, dans cette... L'industrie du cinéma et de la musique est tout neuf au Cambodge. C'est tout neuf. Moi, je dirais, la musique, c'est 6 ans, 7 ans maximum que ça existe vraiment, qu'on a une industrie. C'est-à-dire qu'on arrive
que les artistes arrivent et les labels arrivent à vivre et à monétiser les chansons, les artistes, etc. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. Donc on est toujours en train de voir comment on grandit, comment on se développe, comment on scale. Et le cinéma, c'est pareil. Le cinéma, on a recommencé à faire des films sérieusement depuis 2013, 2014. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à envisager entre la France et le Cambodge pour justement combler ce manque-là? C'est ça. C'est super important de supporter ce genre d'initiative, comme le tien aussi, c'est pareil. Banh Mi, c'est hyper important de prendre des initiatives et de créer tous ces projets pour faire parler de nos communautés, pour que nos communautés commencent à s'exprimer et qu'ils prennent de la valeur aussi. Parce que les gens oublient que, c'est vrai, les Cambodgiens, on a eu le génocide, hein, donc il y en a beaucoup, dans les années 80, des familles qui disaient qu'ils ne voulaient pas dire qu'ils étaient Cambodgiens parce qu'ils avaient honte. Ils avaient simplement honte d'être Cambodgiens, parce qu'il y avait les génocides, parce que parce que ça, tu vois, je veux dire. Et nous, les Asiatiques en France, même en Amérique, je pense, en Amérique moins, mais en France, on est perçu comme discret, on dit jamais rien, on n'est jamais impliqué politiquement, on est là, on fait nos trucs, et puis on s'en fout du reste du monde, tu vois. En fait, on est juste comme ça, parce qu'on a vécu nos traumatismes, nos parents ont vécu des trucs, bon, qui ont fait que, voilà, on est discret, on parle pas, et machin. Mais là... Ce trip en France, récent, il m'a fait découvrir qu'il y avait une jeunesse maintenant asiatique qui était créative, qui bougeait, tu vois, qui avait envie de faire des choses, tu vois. Et je le vois, maintenant je le vois. Ouais, tu le vois là pendant ton séjour. Je le vois. Voilà, il y a des gens de nos communautés qui ont vachement de talent, qui ont des allons dans la tête, et ils peuvent vraiment changer le monde aussi à travers toutes ces choses et les choses qu'ils font, tu vois. Moi, j'adore découvrir les talents. En fait, moi, je suis quelqu'un, je manage les artistes, j'adore, je fais du scouting de talent, des fois, je regarde les gens, et puis moi, si j'avais les moyens de signer des artistes, je signerais tout le monde, tout ce que je vois, tu vois. Mais voilà, en fait, tu découvres que, voilà, il y a beaucoup d'Asiatiques de France qui ont du talent, qui ont des choses à dire, qui peuvent créer vraiment des beaux trucs pour mettre en valeur notre communauté, pour montrer au monde que, voilà. Et c'est le bon moment maintenant, parce que l'Asie du Sud-Est est en train de monter, est en train de se faire connaître. La Thaïlande, c'est... Je ne connais pas trop bien la communauté thaïlandaise en France, j'en vois pas beaucoup en fait ici des Thaïlandais, mais beaucoup de Vietnamiens, Chinois bien sûr, mais Cambodgiens, Laotiens aussi, j'en ai vu. Mais là, bon, la Thaïlande c'est une autre histoire, mais moi je parle du Vietnam. Le Vietnam est en train de monter là. Et quand tu regardes la prod qui est faite au Vietnam, en musique, en vidéo ou en film, et tu vois qu'ils sont en train de monter en qualité là, mais c'est grave. C'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Nous on est derrière encore, tu vois, on est un tout petit, on est un petit marché aussi. Bon, c'est vrai que la Thaïlande c'est, je sais pas combien de millions d'habitants, donc c'est un gros marché pour les grosses boîtes, donc tout le monde va là-bas parce qu'il y a de l'argent à faire. Et Cambodge, bien sûr, c'est un petit pays avec 16 ou 18 millions d'habitants seulement, tu vois. Et ça prend un peu plus de temps. Mais on commence on est là, on est derrière là-dessus, on arrive, on est sur la même course avec le Vietnam. On avait tendance en Asie de s'inspirer de l'Occident et de la France et des États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, l'Occident peut complètement s'inspirer de l'Asie parce qu'ils sont aujourd'hui au niveau, qu'ils sont aussi créatifs et qui vont plus vite en fait aussi. Non, mais exact. Je pense qu'on a donc ils ont fait en 10 ans ce que nous on a fait en 50 ans, par exemple. C'est ça. Et là, pour moi, c'est le bon moment de créer des choses pour les Asiatiques et de construire des ponts entre justement la France et nos pays dans le sud-est en Asie. Parce qu'il y a des échanges à faire, parce que c'est le seul moyen aussi de pouvoir aider à développer le pays de nos parents, en fait. C'est ça, c'est que toi, moi j'ai commencé à y aller, bon je suis là depuis 30 ans, mais tous ces gens je suis sûr qu'ils vont apporter des choses au pays, qui vont aider à lever le standard de qualité du cinéma, de la musique et tout. Et c'est pour ça que c'est super important que les jeunes asiatiques du Cambodge, de France, déjà on parle de France, je parle pas d'Amérique, l'Amérique c'est une autre bête, c'est un autre animal. Mais c'est important que les Asiatiques de France commencent à prendre conscience de tout ça, quoi. Qu'il y a une vie en dehors de la France, qu'il y a des choses à faire. Ils peuvent aider, ils peuvent contribuer, ils ont tu vois, et ça c'est super important. Donc voilà. Faut décentrer le regard et voir ce qui se passe aussi autour de nous et surtout en allant, pourquoi pas en premier lieu, reconnecter avec les pays de nos origines. Ouais, c'est ça. Et il faut aussi justement que les Asiatiques de France
sache que c'est vachement plus facile de faire des choses là-bas en fait. Ouais. Quand tu vas au Vietnam ou au Cambodge, c'est hyper facile de créer un projet, de faire un film, de faire des choses, tu vois. Et ça coûte pas autant. Ouais. Et ils peuvent vraiment se réinventer là-bas, créer, travailler sur des projets. Ouais. Je veux dire, J'ai habité en Asie pendant 8 ans et j'ai pas mal voyagé au Cambodge, au Vietnam, etc. Et c'est vrai que ce qui me surprenait le plus, c'est que tant qu'ils pouvaient faire les choses, ils le faisaient et ils se posaient pas de questions. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en France, on se pose beaucoup trop de questions avant de faire les choses et donc du coup qu'on les fait pas. Alors que si juste on y va, et bah voilà, on met le pied à l'étrier et puis après ça déroule tout seul, comme toi en fait. T'as fait de la musique, t'es devenu producteur et manager d'artistes et puis réalisateur, etc. sans vraiment te dire bon bah j'ai cet objectif. Non, ça s'est déroulé tout seul. C'est ça. Et moi j'ai toujours ce qu'on appelle ça, ce mindset où j'aime pas parler sans faire en fait. Je suis quelqu'un, j'ai toujours été introverti, donc je parle pas beaucoup. Voilà, j'ai jamais vraiment beaucoup parlé, jusqu'à maintenant. Quand j'ai eu mes 50 ans. Jusqu'à ce podcast. Voilà, ce podcast. Non. Quand j'ai eu mes 50 ans, il y a 1 an et 2 ans, c'est là que j'ai commencé à parler plus, à m'exprimer plus, tu vois. Mais je le faisais déjà avant parce que je vendais mes projets, je pitchais mes projets, donc il fallait que je le fasse. Quand je pitchais des concepts, des machins pour des pubs et tout, il fallait que je le fasse. Mais à part ça, je parle pas beaucoup. Donc depuis que je suis petit, je suis introverti, donc je fais en fait. J'avais pas les moyens, j'avais pas les moyens d'acheter des jeux, des machins. Je créais mes propres jeux. J'avais pas les moyens de faire ça, je le faisais moi-même, tu vois. Donc quand j'ai commencé à me remettre à faire de l'art et à travers la musique, les films et tout ça, bah, je faisais quoi. J'ai envie de faire un truc, je le fais. Et c'est la chance qu'on a en fait au Cambodge. La chance que j'ai, c'est que si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et je trouve le moyen de le faire. Et je pense pas vraiment. En fait, il y a le revers de la médaille, c'est que des fois tu fais des choses et si tu fais pas de business plan et de machin, tu risques d'avoir des problèmes financiers. Mais c'est le seul truc. Mais en même temps, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique et du cinéma au Cambodge, j'avais pas d'industrie, donc il n'y avait aucun moyen de vraiment de monétiser sur tout ça. On le savait, on était conscients, mais on le faisait quand même parce que c'était une passion, parce que ça a aidé peut-être à apporter quelque chose à la culture cambodgienne, culture contemporaine. Ça a aidé à faire parler du Cambodge. En fait, c'est grâce à ça en fait que le Cambodge a commencé à avoir une meilleure image. C'est grâce à la culture, à ce qui se passait là-bas. C'est pas la politique. Si on parle de politique, c'est la mort, tu vois. C'est parce qu'il y a toujours du négatif dans la politique. Il y a aussi tous ces problèmes où le Cambodge est connu seulement que pour ça, quoi. Ces problèmes politiques, la corruption. Alors qu'on peut parler aussi d'autres choses. Voilà. Et en fait, c'est la culture. Pour moi, je pense que la culture et peut-être un peu du tourisme qui a donné une meilleure image au Cambodge. Si on veut réaliser des choses. Et donc voilà, c'est pour ça que moi, je faisais les choses sans vraiment penser à. J'attendais pas, quoi. Je le faisais parce que j'avais ce besoin de faire, de produire, de créer. Pour moi-même, parce que j'adore le process de créer, tu vois. Mais aussi pour apporter quelque chose apporter quelque chose au Cambodge dont les gens disent ils font des trucs comme ça au Cambodge, ils font des films comme ça, ils font de la musique comme ça au Cambodge, tu vois. Et ça aide aussi à inspirer toute la nouvelle génération qui me regarde faire et qui dit je vais faire pareil. Mais ça me parle énormément ce que tu dis parce que dans la démarche du podcast, c'est un peu moi ce que j'ai vécu, c'est genre j'ai envie de rencontrer des gens parce que j'en ai envie tout simplement parce que ça me plaît et donc du coup je le partage et c'est pour ça que je le mets sur des plateformes et aussi de se rendre compte que les gens se rendent compte que l'Asie, c'est pas que la Thaïlande et les plages de Phuket, c'est aussi plein de choses, c'est aussi la culture, c'est aussi des choses qui se passent dans les différents pays d'Asie, il y a des subtilités culturelles entre le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge, etc. Et de montrer tout ça, et de montrer aussi qui sont les acteurs qui contribuent justement à faire rayonner. Et toi, tu le fais super bien avec le Cambodge. Donc je suis vraiment ravie de t'avoir sur l'émission. Et d'ailleurs, quand tu disais quand j'ai envie, je fais, qu'est-ce que tu vas faire pour 2023 ? J'ai toujours plein de projets en fait, toujours plein de projets et ce voyage en France fait partie aussi sont un peu les fondations de ce que je vais faire dans le futur en fait. Voilà. J'ai créé tous ces trucs. Bon, je me suis impliqué dans la musique, dans le cinéma, mais en fait voilà, j'ai fait les choses par passion, mais sans vraiment penser au côté business. Voilà. Et ça m'a apporté des problèmes aussi. C'est pour ça que depuis quelques années, j'ai commencé à changer un peu mon business model. Maintenant qu'il y a des industries de la musique et du cinéma qui est moyen de monétiser, j'essaie de changer un peu mon business model. Où avant,
gérer mes projets ou mes potes comme un artiste en fait. Je ne pensais pas à profit, j'avais mes moyens de vivre. Moi, j'avais des projets commerciaux donc, qui faisaient que je gagnais des sous. Mais j'ai réalisé la plupart de mes rêves en fait. J'ai presque réalisé tous mes rêves que je voulais faire, je les ai faits à part quelques voyages. Mais là, le futur pour moi, c'est de continuer toujours à produire. J'aimerais signer plus d'artistes, par exemple le label. J'aimerais que le label, maintenant, Clapeyres, on manage, on a signé 3 artistes internationaux. Super. C'est quelque chose que les gens disaient que j'étais fou quand je faisais ça, le premier artiste, parce que pourquoi tu signes un artiste anglais-nigérien au Cambodge, tu vois? Mais moi, j'ai une vision autre. J'ai vu que... En plus, c'était une expérience et puis c'était un pari pour moi-même. Mais c'était je crois qu'il est possible de gérer un artiste étranger du Cambodge. Parce que maintenant, avec l'Internet, tu n'es pas obligé d'être en France. Voilà. Ouais. Et on peut vendre un artiste de n'importe quel pays, Voilà. Donc, je peux vendre un artiste nigérien ou anglais du Cambodge. Parce que il faut juste le distribuer et puis le marketer correctement. Et c'est bon. Maintenant, j'ai 3 artistes internationaux. Et j'aimerais, dans le futur, signer un peu plus. Voilà. Donc, continuer à gérer, à signer des artistes locaux, cambodgiens, des jeunes. Et continuer à signer des artistes internationaux et voir ça. Donc, ça demande des ressources, ça demande des ressources financières, mais aussi humaines. Mais bon, ça, c'est un truc qu'on va commencer à développer et à gérer. Des tours. J'espère pouvoir créer un tour en France, mais un truc un peu plus gros, avec peut-être 5 dates, 5 villes, un peu partout dans l'Hexagone, tu vois, à chaque coin et tout. Mais un truc qui serait plus asiatique que cambodgien. Mais le premier sera cambodgien parce qu'on fera un test avec nos artistes cambodgiens. Donc, on ferait revenir la culture cambodgienne. Voilà. En France et on fera un tour. Donc ce sera du traditionnel, du moderne, mais ce sera aussi des DJ, des artistes, hip-hop, machin, R&B, mais voilà, cette culture contemporaine, on l'apporterait, on fera un tour. Et après, on pourra le faire peut-être pour le Vietnam ou pour, et même faire un truc asiatique où il y aurait toutes ces cultures ensemble, pour les tours. Ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Puis le tour en Amérique aussi, pareil, on a une diaspora, on a des fanbases qui sont intéressés, donc... on a toujours ce projet où on veut faire 5 dates, 5 villes en East Coast, 5 villes en West Coast, avec nos artistes. Et voilà, et puis développer ce business de la musique et essayer de restructurer pour que le label soit... Je veux dire il n'est pas encore... On est quand même un petit label du Cambodge, on n'est pas encore une grosse machine encore. Mais le but, c'est vraiment d'en faire un truc, une grosse machine de prod où on aurait plein de labels. Ce que font la Corée, en fait. Voilà. C'est ça qu'on devrait faire. Voilà. Et pour le cinéma, je développe beaucoup de projets. En ce moment, 5-6 projets long métrage, mais avec des possibilités de transformer, d'adapter en série, en fait, en mini-série limitée. Donc ça peut être un long métrage ou sinon on divise par 10 et on transforme le script en mini-série, en fait, de 8 ou 10 épisodes. J'ai envie de m'appliquer dans les shows, dans les live shows. Donc en France, partout dans le métro, je vois des théâtres, des pièces de théâtre, des concerts, des machins, des musicals, des trucs. C'est génial. À Madrid, c'est pareil. J'ai vu le nombre de spectacles qu'il y avait tous les jours, toutes les semaines. C'est énorme. Mais en Cambodge, il n'y a encore rien. On n'a pas vraiment des concerts. On a commencé à faire des concerts récemment, là. Quelques concerts, mais il n'y a pas encore de spectacle vivant, il n'y a pas encore de show, de machin, tu vois. Donc c'est un truc que j'ai envie de faire. Et il y a un des projets que je suis en train de travailler, il y en a 2. C'est un musical, on appelle un show musical avec pour un des artistes, justement le Nigérien anglais, Siva. On prépare un show pour lui et ça se passe c'est un peu comme un théâtre, mais avec de la chanson, en fait. Voilà. Je suis en train de tout faire ça. Et je pense que c'est la première fois que quelqu'un fait ça au Cambodge. Super. Ouais. Et on adapte Poppy, justement, qui va jouer, qui va être projet. On va l'adapter en théâtre musical. Ah, génial. Avec Phare de South Park, le théâtre de Cirque à Battambang. Donc ils sont super intéressés. Et je pense que c'est une superbe idée parce que le film est pas... Moi, je considère que j'ai raté le film. Le film, je dis, il m'a traumatisé parce que j'ai eu beaucoup de problèmes à le faire pendant que je l'ai fait. Mais mais il a du potentiel. Dans son histoire, son concept, il y a vachement de potentiel. C'est juste que le film, je l'aime pas. mais je l'imagine déjà en théâtre. Et toujours avec ce message sur la communauté LGBT, tu vois, il y a un truc super puissant avec ce message. Et je vois déjà un truc qui peut s'exporter, en fait, qui peut tourner en Asie ou en France, je sais pas, tu vois.
Mais voilà, c'est le genre de projet que... Et aussi, j'aimerais bien faire un truc en animation, en fait, un dessin animé. Ok. Un long métrage en animation, c'est un truc que j'aimerais faire. Bon, voilà. Je travaille sur ces Plein de idées. projets. Voilà. Et on verra où ça va mener. Mais je pense que les premières fins d'année m'ont formé et m'ont préparé pour ça, pour ces prochaines 20 ou 30 ans qui arrivent. Tout fait sens, en fait, dans notre vie. Voilà. Et donc là, c'est la continuité. Et t'es toujours, même si c'est sur le plan business, c'est aussi de la créativité que de travailler sur ça. Ouais. Donc non, c'est hyper excitant pour toi. J'ai aussi un autre projet. Voilà. Et ça, c'est un truc aussi pareil. Les gens me disent... En fait, je suis en train de construire un pont entre l'Afrique et le Cambodge. Ah, c'est génial. Ouais. C'est un festival... là, je travaille sur un festival afro-asiatique. Wow. Donc pour l'instant, on va le faire au Cambodge. Okay. Et on va essayer de ramener des artistes africains, donc traditionnels, mais aussi modernes. Peut-être une tête de liste, j'espère. Mais bon, tu vois, on ne sait pas encore qui. Mais voilà, faire cette première expérience où... Moi, de toute façon, il y a quelques années, j'avais déjà envie d'aller au Nigeria parce que la musique, parce que l'afrobeat est en train de prendre le monde en tempête, là. Et que le Nigeria aussi, un pays qui est en train d'émerger et puis qui a une scène, une industrie musicale qui est... Je dirais pas qu'elle est mature, mais qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Et les gens arrivent à vivre. Je veux dire, le revenu de la scène, de l'industrie musicale en Nigeria est énorme. C'est énorme parce que l'argent qu'ils font là-bas. Et j'avais envie vraiment de visiter le pays. En 2023, je vais visiter le pays. Mais c'est là qu'est partie l'idée de faire un festival afro-asiatique parce que déjà, j'adore la musique africaine, j'ai envie de la partager avec les Cambodgiens, mais je vois aussi des similarités dans les histoires entre les pays africains et nos pays, parce qu'avec les guerres, les génocides, les machins, là où on vient juste de commencer d'émerger, de sortir de nos sombres épisodes. Et voilà. Et c'est un truc, j'en parle maintenant parce que je trouve qu'il y a voilà. Il y a plein de choses à faire, de points à créer, d'échanges. Et c'est dur parce que en fait, l'Asie n'est pas très réceptive à la culture africaine, tu vois. Mais moi, ça m'arrête pas. Je vois quelque chose. Et peut-être même après faire l'autre, aller de l'autre côté, tu vois, amener les artistes asiatiques, après en Afrique, après je sais pas comment ça se passe, mais je suis sûr que je sais que les Africains ne sont pas intéressés par la musique asiatique, mais bon, il y a la K-pop qui commence à monter un peu, machin, donc il y a peut-être des choses qui vont changer. Les mœurs, les perceptions, les idées. Grâce à ça, grâce à la culture, grâce à la musique, grâce au cinéma. Tu vois. Super, merci Vissal. Alors, banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banh mi? J'avais bien mangé encore ici. Parce que les banh mi, il y en a en Cambodge. C'est pas les mêmes. Ouais. C'est pas les mêmes. Et moi, je me rappelle, j'en ai mangé ici quand je vivais ici. Et j'en ai pas encore mangé. Et j'ai envie d'en manger un là, ce soir. Ou je sais pas, je vais lui demander. Nous, on en mange tout le temps, mais dommage, on n'en a pas aujourd'hui. Est-ce que tu as un plat qui te réconforte, un plat typique qui vraiment te fait du bien, qu'il soit cambodgien ou autre, hein? Un plat de ta maman, un plat du pays, un plat de français, j'en sais rien. J'aimais ce potage de légumes et de viande, ce qu'on appelle le coco. Il y a un peu de... En fait, je suis très mauvais en cuisine, je ne peux pas te dire les ingrédients qu'il y a dedans, ça s'appelle le coco. Et j'adore ça, c'est un potage de légumes avec de la viande. Tu peux mettre soit du poulet, ou soit du porc, ou soit des poissons. Donc, tu peux faire plusieurs versions, mais moi j'adore ça. J'adore la soupe parce qu'elle est épaisse et quand tu la manges chaude, c'est super bon. Après, je pourrais manger que ça sans du riz en fait. Et là, moi, je mange plus de riz en fait. J'ai plus envie de manger, j'en ai trop mangé. Je mange moins de riz. Mais des fois, je mange que de la bouffe en fait. Je mange que le plat. Il y a ça. Et sinon, j'adore maintenant, et c'est peut-être à cause de l'âge, mais j'adore manger, les porridge de riz. D'accord. Comment on appelle ça en français? Potage de riz. Ouais, c'est le riz, mais c'est très liquide. Oui. Tu manges ça avec des poissons séchés ou des souvent œufs, on mange ça quand on est malade. Voilà. Mais sauf que moi, je le mange pas. Je le mange maintenant parce que je sais pas. C'est bon. Oui, on mange aussi ça au petit déjeuner. Voilà, exactement. Voilà. Ou dans plein de pays, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam et tout. Voilà. Donc voilà ces deux-là. Ok. Est-ce que tu as des dernières découvertes qui sont liées à l'Asie, qu'elles soient en termes de musique, de films, de livres, d'influence? Malheureusement, je lis pas beaucoup de bouquins. Je lis très rarement, c'est dommage. Mais je lis pas de bouquins. Mais niveau cinéma ou musique, surtout musique, je pense. Surtout musique et
À part je commence à écouter beaucoup de trucs africains, mais en Asie, je me suis vachement plus intéressé à la musique vietnamienne en fait. Ok. Ouais, je trouve qu'il y a des choses super intéressantes qui sont en train de se créer au Vietnam en ce moment. J'ai pas tout, c'est surtout mon équipe qui me partage ce qu'ils font au Vietnam, donc j'ai quelques sons, quelques artistes que je commence à suivre et tout, pour un peu voir leur carrière, ce qu'ils font et tout. Et ouais, et je suis halluciné par la qualité de ce qu'ils font là-bas au Vietnam maintenant. C'est abusé, c'est des clips, des visuels, des chansons, des trucs, voilà quoi. Moi, c'est ça le truc, c'est que maintenant je peux écouter de la chanson vietnamienne parce que ça me parle, tu vois, parce que c'est urbain, parce que il y a du hip-hop, parce que c'est R&B, parce que c'est de la néo-soul, tu vois, c'est génial. Et visuellement, ouais, moi ça m'inspire vraiment ce que font les Vietnamiens en ce moment, les jeunes créatifs au Vietnam. Donc je suis ça. Après, là, voilà, je pense que c'est vraiment ça là en ce moment, en fait. T'as un artiste ou une artiste en particulier que tu apprécies? J'ai pas beaucoup de noms, mais je sais que bon, il y a une chanson de Subboy que j'aime bien, mais voilà. Après, il y a beaucoup de gens en fait. Voilà. Et après, tu as des grosses stars, des gros noms que tout le monde connaît aussi, mais voilà, c'est pas mal ce qu'ils font. Voilà, c'est vrai que c'est pop. Je t'avouerai que c'est pop, mais de voir ça sortir du Vietnam, tu te dis, ouais, c'est bien, tu vois. Est-ce que tu as une musique avec laquelle tu voudrais finir cet épisode? Peut-être, ouais, le cypher de Clap Your Hands. C'est 5 artistes, un morceau de 6 minutes. Bon, t'es pas obligé de tout placer, hein, mais j'adore, c'est 5 de nos artistes sur un seul morceau. Ok. Et un morceau produit par un jeune producteur américain cambodgien qui vit à New York, qui étudie à New York en ce moment, qui s'appelle Amara, Andrew Keating, et le morceau, j'adore. Il y a du sample cambodgien dedans. Ok. Voilà. Bah, merci de nous partager ça, Vissal. Merci pour cette rencontre. Merci à toi, merci à vous, merci à toute l'équipe de Banh Mi et d'Ivé. M'avoir reçu, c'est vraiment un honneur pour moi. Alors, je veux dire, on se connaît depuis quelques années, peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans. Un an. La première fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 1 an. Et c'est quand j'organisais une projection autour du Cambodge. Même avant, mais moi, je te connaissais un peu avant déjà. Toi, Banh Mi, je connaissais un peu avant déjà. Banh Mi depuis 2021, donc... Voilà. Un peu avant. Et voilà, c'est un honneur, moi, finalement. Tu vois. Ouais, finalement, on a réussi à se voir en France et puis peut-être la prochaine fois au Cambodge, qui sait. Bien sûr, Merci Vissal. Je t'en prie, merci. À bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Sok Vissal. Pour moi, c'est un épisode clé pour faire le pont entre les diasporas, entre la France, les États-Unis et l'Asie. Il y a des ponts à construire, des richesses culturelles, musicales, cinématographiques, créatives à mettre en avant. Et c'est aujourd'hui plus que nécessaire, je pense, de faire rayonner collectivement nos héritages. Sok Vissal en est la preuve en contribuant à la musique, au cinéma, de ses différentes inspirations françaises, américaines, cambodgiennes, asiatiques et même en faisant des ponts avec l'Afrique. Pour soutenir le média et continuer à le faire vivre, partagez, commentez sur YouTube, mettez des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur vos plateformes de podcasts préférées. Vous pouvez aussi rejoindre la Banh Mi Community en adhérant à l'association pour participer et soutenir le projet Banh Mi, rencontrer, échanger, prolonger l'expérience avec Banh Mi Community avec un accès au salon Discord, profiter d'avantages et de bons plans avec les partenaires Banh Mi, retrouvez la page adhésion sur notre nouveau site internet banh-mi.co. Vous retrouverez également tous nos épisodes de podcast, articles de blog et le merch de la team Banh Mi. Vos contributions nous permettront de faire vivre et soutenir l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. Le lien pour devenir adhérent et contribuer à l'association est dans la description. À très bientôt pour les prochains épisodes de la saison 3 de Banh Mi. Now that they passed me the torch, I've been on task like the force. I've been so past the remorse.